Bienvenue dans l'Ondée, le podcast de lecture. Alors aujourd'hui, on est dans le chapitre 11 de Crime et Châtiment. Très bonne écoute. Zosimov était un homme gras et de haute taille. Il avait une figure bouffie, pâle, toujours rasée de près, des cheveux blonds et raides. Il portait des lunettes et avait à un doigt gonflé de graisse une grande chevalière d'or. Il était âgé d'environ 27 ans. Il était vêtu d'un large et élégant pardessus, d'un clair pantalon d'été, et tous ses vêtements en général étaient larges et élégants. Il était tiré à 4 épingles, linge irréprochable et chaîne d'or massif. Ses manières étaient lentes, nonchalantes aurait-on dit, mais en même temps d'une aisance étudiée. Sa prétention, qu'il s'efforçait d'ailleurs de cacher soigneusement, perçait à chaque instant. Tous ceux qu'il fréquentait trouvaient qu'il avait un caractère difficile, mais qu'il connaissait son métier. « Par 2 fois je suis passé chez toi, mon vieux. Tu vois, il est revenu à lui » s'écria Razumikine. « Je vois. Et comment nous sentons-nous maintenant » demanda Zosimov au malade, le regardant attentivement et s'asseyant à ses pieds sur le divan, où il s'étendit tout de suite du mieux qu'il put. « Toujours le spleen » continua Razumikine. On vient de lui changer son linge et il a manqué d'en pleurer. C'est compréhensible, on aurait pu attendre s'il n'en avait pas envie. Le pouls est parfait. Toujours de légers maux de tête ? Je suis bien portant, je suis absolument bien portant, insista nerveusement Raskolnikov qui se souleva sur le divan et dont les yeux jetèrent un éclair. Mais il retomba tout de suite et se retourna vers le mur, Zosimov l'observant avec attention. « Tout va très bien, tout est parfait » prononça-t-il nonchalamment. « A-t-il mangé quelque chose » Razumikine le renseigna et demanda ce qu'on pouvait lui donner. « On peut tout lui donner, de la soupe, du thé, pas de champignons ni de cornichons marinés évidemment, pas de viande non plus, mais à quoi bon bavarder ?» Il échangea un coup d'œil avec Razumikine. « Au diable les prescriptions, je viendrai encore le voir demain. » « Demain soir, je l'emmène en promenade » décida Razumikine. « Au jardin Yusupov, ensuite nous irons au palais de cristal. » Je ne le bousculerai pas encore demain, mais en somme, un peu. Nous verrons bien alors après tout. Dommage. Je pends justement la crémaillère aujourd'hui, il devrait en être. On l'installera sur un divan avec nous, tu viens ? Demanda-t-il soudain à Zosimov. Prends garde, n'oublie pas, tu as promis de venir. Plus tard, probablement. Qu'as-tu donc organisé ? Mais rien, il y aura seulement du thé, de la vodka, des harengs. On servira un pâté, une réunion d'amis. Qui viendra au juste ? Mais tous les gens d'ici, presque tous des nouveaux venus, excepté peut-être le vieil oncle qui est, du reste, également nouveau venu. Il est arrivé hier à Pétersbourg pour je ne sais quelles menues affaires. On ne se voit d'ailleurs que tous les 5 ans. Que fait-il ? Il a vivoté toute sa vie, comme directeur d'un bureau des postes de district. Il touche une maigre pension, il a 65 ans. N'en parlons pas, je l'aime bien en somme. Porfiri Petrovitch viendra également. Il est juge d'instruction, et Pravoved, tu dois le connaître. C'est aussi un de tes parents ? Des plus éloignés, mais pourquoi prends-tu cet air renfrogné ? Tu ne veux sans doute pas venir parce que vous vous êtes querellés autrefois ? Je me fiche pas mal de lui. Tant mieux, et il y aura encore des étudiants, un instituteur, un fonctionnaire, un musicien, un officier, Zametov. Dis-moi, veux-tu, que peut-il y avoir de commun entre toi ou bien entre lui, Zosimov, montra Raskolnikov de la tête, et un quelconque Zametov ? Oh, ces gens difficiles, les principes. Tu te trouves installé sur ces principes comme sur des ressorts, tu n'oses pas bouger de toi-même, mais d'après moi, c'est un brave homme. Voilà le principe, et je ne veux plus rien savoir d'autre. Zametov est un type magnifique. Et il se fait graisser la patte. Et alors, je m'en fiche pas mal. Qu'est-ce que cela peut faire ? S'écria tout à coup Razumikine avec une nervosité anormale. L'ai-je donc jamais approuvé de se faire graisser la patte ? Je t'ai dit seulement que c'était un brave type dans son genre. Et vrai, si l'on examinait à fond tous les genres, en compterait-on beaucoup de braves gens ? Mais dans l'éventualité d'un tel examen, je suis sûr que je ne vaudrais pas plus qu'un oignon étuvé, et encore seulement si l'on te joignait à moi en supplément.
C'est peu, j'en donnerais bien 2 de toi. Et moi, je n'en donnerai qu'un. En voilà de l'esprit. Zametov n'est encore qu'un gamin, je lui donne la fessée, et c'est pourquoi il faut l'attirer, et non le repousser. Repousser quelqu'un, ne le corrige pas, à plus forte raison s'il s'agit d'un gamin. Avec un enfant, il faut faire doublement attention. C'est vous, tête de bois progressiste, qui ne comprenez rien à rien. Vous ne respectez pas l'homme et par là, vous vous offensez vous-même. Si tu veux savoir tout, il y a maintenant une histoire à laquelle nous participons en commun. Curieux de savoir. Toujours à propos du peintre en bâtiment. Nous saurons bien le sortir de cette histoire. Du reste, il n'y a rien de grave. L'affaire est tout à fait claire maintenant. Nous ne ferons qu'activer la solution. De quel peintre parles-tu? Comment? Je ne te l'ai pas raconté? Non? Ah, mais oui, j'avais seulement commencé, c'est à propos de l'assassinat de la vieille usurière. Il y a un peintre qui y est impliqué. Oui, l'assassinat, j'en ai déjà entendu parler avant toi et je m'intéresse à cette affaire, en partie à cause d'un incident. Je l'ai lu dans les journaux. Quant au Lizaveta, on l'a tué aussi, lança tout à coup Nastasia, s'adressant à Raskolnikov. Elle était restée tout ce temps dans la chambre, dans le coin près de la porte, à écouter. Lizaveta, murmura Raskolnikov d'une voix à peine perceptible. Lizaveta, la marchande, ne la connais-tu pas? Elle venait ici en bas. Elle t'a même réparé une chemise. Raskolnikov se retourna vers le mur, où il choisit sur le papier jaune, tout sale, semé de petites fleurs blanches, une de celles-ci, difforme, avec des petites raies brunes, et il se mit à l'examiner. Il compta le nombre de pétales, les dentelures, les petits traits bruns. Il sentait que ses membres s'étaient engourdis, mais il n'essayait même pas de bouger et regardait fixement la fleur. « Qu'y a-t-il à propos de ce peintre » dit Zosimov avec un mécontentement particulier, coupant le bavardage de Nastasia. Celle-ci poussa un soupir et se tut. « Ils l'ont accusé d'être l'un des assassins » continua Razumikine avec feu. « Y a-t-il des preuves ?»« Du diable s'il y a des preuves. En somme, on l'a accusé précisément sur une preuve, mais cette preuve n'en est pas une et c'est ce qu'il faut démontrer. C'est ainsi que la police s'est trompée sur tout. Sur... comment s'appelle-t-il donc? Koch et Pestriakov. Ouais, comme tout cela se fait stupidement, cela rend malade. Pestriakov viendra peut-être me voir aujourd'hui. À propos, Rodia, tu es déjà au courant de cette histoire? Elle est arrivée avant que tu ne tombes malade. La veille précisément de ton évanouissement dans le bureau, au moment où l'on en parlait. Zosimov jeta un regard curieux à Raskolnikov. Celui-ci ne bougeait pas. « Tu sais, Razumikine, tu es, en somme, remuant en diable, remarqua Zosimov. « Tant pis, mais nous l'en sortirons, s'écria Razumikine, frappant la table du poing. Qu'est-ce qui choque là-dedans? Ce n'est pas le fait qu'il se trompe. Se tromper est une chose excusable. Par là, on atteint la vérité. Ce qui m'irrite, c'est qu'ils radotent et qu'ils admirent leur propre radotage. J'ai du respect pour Porphyrie, mais qu'est-ce qui les déroute dès l'abord? La porte était fermée, et quand Koch et Pestriakov sont revenus avec le portier, elle était ouverte. Donc, Koch et Pestriakov sont les assassins, voilà leur logique. Ne t'excite pas, on les a simplement retenus. On ne peut quand même pas... À propos, j'avais déjà rencontré ce Koch. Il se révéla être un acheteur des objets non dégagés, hein? Oui, un filou quelconque, il achète aussi des traites. Un chevalier d'industrie, qu'il aille au diable. Comprends-tu ce qui me met en rage? C'est leur routine vétuste, plate, racornie. Dans cette affaire, il y a moyen de découvrir une voie nouvelle. On peut tomber sur la bonne piste en se basant uniquement sur des données psychologiques. Nous avons des faits, disent-ils. Les faits ne sont pas tout, ou tout au moins, la moitié de la chose consiste à savoir se servir des faits. Et tu sais te servir des faits? Mais comment se taire quand on sent nettement que l'on pourrait aider à la solution si... tu la connais en détail, l'affaire? Je t'écoute au sujet du peintre. Ah, voilà, eh bien, écoute l'histoire.
Le troisième matin, après l'assassinat, lorsqu'ils étaient encore empêtrés dans les Koch et les Pestriakov, quoique ceux-ci eussent justifié chaque pas, c'était l'évidence même, se déclare le plus inattendu des faits. Un certain Douchkine, paysan, patron d'un débit de boissons situé en face de la maison en question, se présenta au bureau avec un écrin contenant des boucles d'oreilles d'or et raconta tout un roman. Il y a 3 jours, le soir, un peu passé 8 heures, le jour et l'heure, tu saisis ? Mikolai, l'ouvrier peintre, qui était déjà venu chez moi dans la journée, s'amène dans mon café et m'apporte cette boîte avec des boucles d'oreilles. Il voulait me la donner en gage pour 2 roubles. Quand je lui demandai « Où l'as-tu prise ?», il répondit qu'il l'avait trouvée sur le trottoir. Je ne l'ai pas interrogé là-dessus, c'est Douchkine qui parle. Et je lui ai sorti un petit billet, c'est-à-dire 1 rouble, car, pensais-je, si ce n'est pas moi, c'est un autre qui le prendra, et quant à l'argent, il le boira quand même. Mieux vaut que l'objet reste chez moi, on trouve ce qu'on cache, et si quelque chose arrive, ou qu'il y ait des bruits, alors je le présenterai. Évidemment, il raconte là le songe de sa grand-mère. Il ment comme un cheval, je connais moi-même ce Douchkine. C'est aussi un usurier et un receleur, et ce bijou de 30 roubles, ce n'est pas pour le présenter qu'il l'a chippé à Mikolai. C'est la frousse qui le fait parler. Que le diable l'emporte. Écoute, Douchkine continue. Je connais Mikolai Dementiev depuis l'enfance. Il est paysan de notre province et de notre district Zaraïski, car nous sommes nous-mêmes de la province de Ryazan. Et Mikolai, bien qu'il ne soit pas un ivrogne, aime à boire un coup, et nous savions qu'il travaillait comme peintre dans cette maison, avec Mitrei, qui est du même pays que lui. Et quand il eut reçu le petit billet, il le changea tout de suite, but 2 verres sur le cou, prit sa monnaie et s'en alla. Je n'ai pas vu Mitrei avec lui, à cette heure-là. Et le jour d'après, voilà que nous apprenons qu'on a tué avec une hache Alona Ivanovna et sa sœur, Lizaveta Ivanovna. Nous les connaissions, et c'est alors que le doute nous a saisis, car il était connu de nous que la morte prêtait sur gage. Alors, je suis allé à la maison, et discrètement, sans bruit, j'ai cherché à savoir. Mikolai est-il là ? Ai-je demandé avant tout. Et Mitrei m'a répondu que Mikolai est en vadrouille, qu'il est revenu seul à la maison, à l'aube, qu'il est resté 10 minutes, puis qu'il est reparti. Mitrei ne l'a pas vu depuis lors et a achevé l'ouvrage tout seul. Leur travail était à faire dans un appartement donnant sur le même escalier que l'appartement des femmes assassinées, au 1er étage. Quand nous avons entendu cela, nous n'en avons parlé à qui que ce soit. C'est toujours Douchkine qui parle. Alors, nous nous sommes informés du mieux que nous pouvions sur l'assassinat, et nous sommes rentrés chez nous toujours en proie au même doute. Et ce matin, à 8 heures, c'est-à-dire le lendemain du crime, tu comprends ? Je vois Mikolai qui entre chez moi, légèrement ivre, mais pas au point de ne pouvoir comprendre la conversation. Il s'assied et il se tait. À part lui, il n'y avait chez moi qu'un étranger, un habitué qui dormait sur le banc et mes 2 garçons. « As-tu vu Mitrei ?» lui demandai-je. « Non, dit-il. »« Et n'es-tu pas revenu ici ?»« Non, pas depuis 3 jours. »« Et aujourd'hui, où as-tu dormi ?»« Au sable, chez les gars de Coloma. »« Où as-tu pris les boucles ? Je les ai trouvées sur le trottoir, dit-il, d'une façon bizarre et en détournant les yeux. »« Et as-tu entendu ce qui est arrivé ce soir-là, à 7 heures, sur l'escalier ? » Non. Et il écoutait, les yeux hors de la tête, puis il devint blanc comme la craie. Je lui raconte alors l'histoire, et je le vois qui prend son chapeau et veut se lever. Mais moi, je veux le retenir. « Attends, Mikolai, prends encore un verre, et je fais signe au garçon pour qu'il ferme la porte, tandis que je sors de derrière le comptoir. Mais voilà tout à coup qu'il bondit et se sauve au dehors, les jambes à son cou, tout droit dans la ruelle. C'est tout ce que j'en ai vu, alors mon doute s'est dissipé, car, en fait, c'est... » « Évidemment, prononça Zosimov. « Un moment, écoute la suite. On se met tout de suite aux trousses de Mikolai, on retient Douchkine et on fouille chez lui. On arrête Mitrei et on met aussi les gars de Coloma sur la sellette. Et voilà que, il y a 3 jours, on amène Mikolai lui-même. On l'avait arrêté dans une auberge près de l'octroi de N. Il était arrivé là, avait ôté sa croix d'argent et, l'offrant en échange, avait demandé un flacon.
On le lui donne. Quelques instants plus tard, une femme se rend à l'étable et voit, par une fente de la grange, Mykolaï, qui essaye de passer sa tête dans un nœud coulant formé par la boucle de sa ceinture qu'il avait attachée à une poutre. La femme se met à hurler, à tue-tête, et on accourt. « Ah, voilà comme tu es. Menez-moi au commissariat, dit-il, j'avouerai tout. » Alors, on le mène, avec tous les honneurs qui lui sont dus, au commissariat, c'est-à-dire ici. On l'interroge. Alors, quoi, comment, quand, quel âge, 22, etc. Question. Pendant que vous étiez à l'ouvrage, dans la maison, Mitrei et toi, n'avez-vous pas vu quelqu'un dans l'escalier, à telle heure? Réponse. Certainement. Il est passé des gens, mais nous n'avons remarqué personne. N'avez-vous pas entendu de bruit ou quoi? Rien de particulier. Et savais-tu, toi, Mykolaï, que ce jour même on avait assassiné et dépouillé, à telle heure, telle veuve avec sa sœur? Je n'en savais rien du tout. C'est Afanassi Pavlovitch qui m'a tout dit au débit, le 3e jour. Et où as-tu pris les boucles? Je les ai trouvées sur le trottoir. Pourquoi n'as-tu pas repris ton travail avec Mitrei? Parce que j'ai fait la noce. Où as-tu fait la noce? À tel et tel endroit. Pourquoi t'es-tu enfui de chez Douchkine? J'avais peur. De quoi? D'être accusé. Comment as-tu pu avoir peur de cela si tu te sentais innocent? Eh bien, crois-moi ou ne me crois pas, Zosimov, mais cette question a été posée et précisément dans ces termes-là, je le sais positivement, on me l'a rapporté. Qu'en penses-tu, hein? Mais enfin, des preuves existent quand même. Je ne parle pas de preuves maintenant, mais de cette question, de leur manière de comprendre leur fonction. Au diable! Alors, on lui serre la vis d'un cran, puis d'un autre, et finalement, il avoue tout. C'est pas sur le trottoir, mais dans le logis où nous travaillons, Mitrei et moi, que je les ai trouvés. Comment cela? Voici comment. On avait travaillé toute la journée, moi et Mitrei, jusqu'à 8 heures et on voulait partir, quand Mitrei prend le pinceau et me barbouille la figure de couleur, puis il prend les jambes à son cou et moi je me mets à ses trousses. Je cours après lui en jurant, mais en débouchant de l'escalier, voilà que je fonce droit sur le portier et des messieurs. Combien étaient-ils? Cela, je ne m'en souviens pas. Puis le portier m'a engueulé pour ça. L'autre portier également, la femme du portier est sortie et nous a injuriés aussi. Un monsieur qui entrait avec une dame nous a interpellés, car nous étions couchés, Mitka et moi, en travers de l'entrée. J'avais saisi Mitka aux cheveux et je l'avais renversé en me mettant à le rosser, et Mitka, sous moi, me saisit aussi par les cheveux et me rendit coup pour coup. Ce n'est pas par méchanceté que nous faisions cela, mais simplement par jeu. Alors, Mitka m'a échappé, s'est sauvé dans la rue et je l'ai poursuivi. Je n'ai pu le rattraper, puis je suis revenu seul dans le logis, car il fallait encore tout mettre en ordre. Je commence à ranger, en attendant Mitrei, croyant qu'il allait revenir. Alors, je marche sur une boîte, près de la porte du palier, dans le coin. Je regarde, elle est emballée dans du papier. J'enlève le papier, et je vois la boîte fermée par de tout petits crochets que je défais, et j'aperçois des boucles d'oreilles dans la boîte. Derrière la porte? Elle était derrière la porte? Derrière la porte? S'écria tout à coup Raskolnikov, regardant Razumikine d'un œil trouble et se soulevant lentement sur le divan. Oui, et alors, qu'as-tu? Qu'est-ce qui t'arrive? Razumikine s'était aussi soulevé. Rien, répondit Raskolnikov d'une voix à peine audible, se laissant à nouveau aller sur le coussin et se retournant vers le mur. Tout le monde se tut un instant. Il s'était assoupi sans doute. Au réveil, dit enfin Razumikine, regardant Zosimov interrogativement. Celui-ci fit un léger signe de tête négatif. Continue donc, dit Zosimov. Qu'est-il arrivé ensuite? La suite est claire. Dès qu'il vit les boucles d'oreilles, il oublia l'appartement, ainsi que Mitka, saisit son chapeau et courut chez Douchkine, dit qu'il avait trouvé la boîte sur le trottoir et en reçut 1 rouble. Il mentait, comme tu sais déjà, après quoi il se mit à faire la noce. À propos de l'assassinat, il confirme ce qu'il a déjà déclaré. Je ne sais rien de rien, je n'en ai entendu parler qu'au 3e jour. Pourquoi ne t'es-tu pas présenté ici? J'avais peur. Pourquoi voulais-tu te pendre? À cause de l'idée. De quelle idée? Qu'on me condamnerait. Voilà toute l'histoire.
Et que penses-tu qu'ils en aient conclu? Que penser? Ils ont une piste, n'importe laquelle, c'est un fait. On ne va quand même pas le relâcher, ton peintre. Mais ils l'ont accusé de meurtre maintenant, ils n'ont même plus de doute. Tu te trompes, tu t'échauffes. Conviens que si ce jour-là, à cette heure-là, les boucles ont passé du coffre de la vieille aux mains du garçon, cela a dû se faire d'une manière ou d'une autre. C'est important pour une pareille instruction. Comment ont-elles passé dans ses mains? S'écria Razumikin. Et toi, un médecin dont l'obligation est d'étudier l'homme et qui a la possibilité, avant tout autre, d'approfondir la nature humaine. Ne vois-tu donc pas quelle est la nature de ce Nikolai? Ne vois-tu donc pas que tout dans sa déclaration est véridique? Tout s'est passé comme il l'a déclaré, et c'est ainsi que le bijou est passé dans ses mains. Il a marché sur la boîte et l'a ramassé. Véridique. Il a lui-même avoué qu'il avait menti la première fois. Écoute-moi, écoute attentivement. Le portier, Koch, Pestriakov, l'autre concierge, la femme du premier portier et son ami, qui était alors dans la loge. Le conseiller de cour, Krioukov, qui venait de descendre de fiacre et qui entrait sous le porche, une dame au bras, tous, c'est-à-dire 8 ou 10 témoins, déclarent avec unanimité que Nikolai était couché avec Dimitri, qu'il était occupé à le rosser, et que l'autre l'avait empoigné par les cheveux et cognait aussi. Ils sont couchés, au milieu de l'entrée, et obstruent le passage. On les injurie de tous les côtés, et eux, comme des gosses, expression employée par les témoins, se débattent, glapissent, rient à gorge déployée avec des figures hilares, et se poursuivent dans la rue comme des enfants. Tu as entendu? Maintenant, je te prie de remarquer le fait suivant. Les corps, en haut, sont encore chauds. Tu entends? Chauds. On les a trouvés encore chauds. S'ils avaient tué, ou si Nikolai seul avait tué et puis volé avec effraction, ou bien s'il n'a fait que participer à un pillage. Permets-moi alors de te poser une question. Est-ce qu'une pareille disposition de l'esprit, c'est-à-dire les glapissements, le rire, la bataille enfantine sous le porche, peut coïncider avec la hache, le sang, l'astuce criminelle, la prudence, le pillage? Ils viennent de tuer, il n'y a pas 5 ou 10 minutes, car c'est ainsi, les corps sont encore chauds. Et ils laissent là les cadavres et l'appartement ouvert, sachant que les gens sont en train d'y monter, ils abandonnent leur butin et se débattent comme des gosses sous le porche, ils crient, ils attirent l'attention générale et cela devant 10 témoins. Évidemment, c'est bizarre, évidemment, c'est impossible, mais il n'y a pas de mais. Si le fait que les boucles se sont trouvées dans les mains de Nikolai ce jour-là, et à cette heure, constitue une charge effective importante contre lui, quoique le fait ait été expliqué par lui et que, par conséquent, la charge soit discutable. Il faut aussi prendre en considération les faits à décharger ceux, d'autant plus, que ce sont des faits indéniables. Penses-tu, étant donné l'esprit de notre jurisprudence, que les juges soient capables d'accepter un fait pareil, basé uniquement sur l'impossibilité psychologique, sur le seul état d'âme, comme une preuve indéniable, capable d'annuler un fait matériel quel qu'il soit? Non, ils n'accepteront jamais. Jamais, jamais, pour rien au monde, parce qu'ils ont trouvé l'écrin et que l'homme a voulu se pendre. Ce qui ne serait pas arrivé s'il était innocent, voilà la question capitale, voilà pourquoi je m'excite, comprends-moi. Mais je vois bien que tu t'excites. Attends, j'ai oublié de te demander, qu'est-ce qui prouve que l'écrin avec les boucles provient vraiment du coffre de la vieille? C'est prouvé, répondit de mauvaise grâce Razumikin, qui se renfrogna. Koch a reconnu le bijou et indiqué la propriétaire. Celle-ci démontra positivement que la chose lui appartenait. Mauvais. Encore une chose. Quelqu'un a-t-il vu Nikolai au moment où Koch et Pestriakov montèrent chez la vieille, et y a-t-il des témoins? C'est le hic. Personne ne les a vus, répondit Razumikin avec dépit. Voilà qui est mauvais. Ni Koch ni Pestriakov ne les ont remarqués, quoique leur témoignage n'eût pas pesé lourd actuellement. On a vu que l'appartement était ouvert, disent-ils, et que, sans doute, on y travaillait, mais en passant, on n'y a pas pris garde et on ne se souvient pas exactement si les ouvriers étaient là ou non. Donc, leur seule justification est qu'ils se rossaient en riant.
Admettons que ce soit une forte preuve, mais tu permets maintenant? Comment expliques-tu le fait, en fin de compte? Comment expliques-tu la trouvaille, si vraiment il a découvert les boucles comme il dit? Comment je l'explique? Il n'y a rien à expliquer, l'affaire est claire. En tout cas, la piste à suivre est évidente, et c'est que précisément l'écrin qui l'indique si clairement. Le véritable assassin était enfermé en haut, lorsque Coche et Pestriakov frappèrent la porte. Coche fit la bêtise de descendre, lui aussi. L'assassin sortit et descendit également, car il n'y avait pas d'autre issue. Il s'est caché de Coche et de Pestriakov dans l'appartement vide, précisément à l'instant où Dimitri et Nikolaï venaient de le quitter. Il resta derrière la porte, pendant que le portier et les autres montaient, attendit que le bruit de pas s'éteignît et descendit alors tranquillement, au moment précis où Nikolaï se jetait à la poursuite de Dimitri dans la rue, où tout le monde s'était dispersé et où il ne restait plus personne sous le porche. Il est possible qu'on l'ait vu, mais personne n'y prit garde. Toutes sortes de gens passent par là. Quant à l'écrin, il l'avait laissé tomber lorsqu'il se trouvait derrière la porte, et il ne l'a pas remarqué à ce moment-là. L'écrin prouve clairement qu'il s'était caché là. Voilà toute l'énigme. Judicieux? C'est très judicieux, c'est même trop judicieux. Mais pourquoi donc? Pourquoi? Mais parce que tout s'ajuste. Tout s'emboîte trop bien, comme au théâtre. Ça, s'écria Razumikine, et il s'arrêta car, à cet instant, la porte s'ouvrit et un personnage, inconnu de tous ceux qui étaient présents, entra dans la chambre. Si tu souhaites en savoir plus, n'hésite pas à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les autres épisodes qui viendront par la suite. Et puis, pourquoi pas, dans les commentaires, on peut papoter un peu, partager nos impressions, nos idées, tant que ça reste dans la bienveillance bien sûr. Sinon, je te souhaite de bonnes écoutes sur l'ondée, je te dis à très vite, ciao!